Il existe des gens dans ce monde qui sont censés vous protéger, qui sont censés être le mur entre vous et tout ce qui veut vous briser. Et parfois, pas rarement, mais avec une régularité qui devrait nous troubler tous, les personnes qui portent ce titre sont celles qui ouvrent la porte et vous poussent dans le froid. Voici l'histoire de Freya, et de tout ce qui lui a été fait, et de tout ce qu'elle a construit malgré tout, et du soir, 25 ans plus tard, où les personnes qui l'avaient abandonnée sont venues remercier la femme qu'elles avaient jadis jetée dans la neige. Freya avait 16 ans, et elle était amoureuse de la façon dont on ne peut l'être qu'à l'adolescence. Complètement, sans filet de sécurité, avec la totalité spécifique de quelqu'un qui n'a pas encore appris que le cœur a besoin de se protéger. Il s'appelait Owen. 17 ans, charmant, sûr de lui de cette façon désinvolte des garçons qu'on a toujours dit exceptionnels. Ils étaient ensemble depuis 8 mois quand il vint à son casier entre deux cours et lui dit, avec le ton calme de quelqu'un qui a déjà pris sa décision, qu'elle le retenait. Elle resta là et sentit la phrase atterrir à l'endroit où tout avait vécu. Et elle ne pleura pas, parce qu'elle ne comprenait pas encore le plein poids de ce qui allait venir. 3 semaines plus tard, elle fit un test dans la salle de bain familiale un samedi matin pendant que ses parents étaient à l'église. Et elle resta assise sur le carrelage froid pendant un long moment, tenant le résultat dans ses 2 mains. Elle avait 16 ans, était terrifiée et complètement seule. Mais sous la peur se trouvait quelque chose de tranquille et de certain. C'était une vie. C'était à elle de la protéger. Et elle allait la protéger. Elle attendit le dîner du dimanche pour le dire à ses parents. La table était dressée avec la belle vaisselle, les serviettes en tissu, les bougies. Paul était en bout de table dans son costume du dimanche. Hélène était assise en face d'elle avec les mains croisées sur les genoux. Freya leur dit. Le silence qui suivit n'était pas le silence du choc. C'était le silence de personnes qui calculent les dégâts. Paul ne la réconforta pas. Il ne demanda pas si elle avait peur. Il parla de l'Église, du Conseil des Anciens, du comité pastoral, de ce que les gens penseraient. Il utilisa le mot « réputation » 7 fois en 45 minutes. Il n'utilisa jamais le mot « fille » dans une phrase exprimant de l'inquiétude pour son bien-être. Il parla de la grossesse comme de quelque chose qui lui était arrivé à lui. Et Hélène ne dit presque rien. Elle s'assit dans sa chaise et regarda son mari parler, et ne dit pas une seule fois, en 45 minutes, la chose qu'une mère est censée dire. Elle ne dit pas « c'est mon enfant ». Elle ne dit pas « elle a peur et elle a besoin de nous ». Elle laissa son mari décider ce qui allait arriver à leur fille. Ce que Paul décida, c'est que Freya allait partir. Elle fit son sac, son pull le plus chaud, 2 jeans, son manteau d'hiver, une photographie de sa grand-mère, 43 € en billets et pièces mélangées. Elle descendit, et Paul était dans le couloir et dit, sans vraiment la regarder, qu'elle devrait être partie avant le matin. C'était janvier. Elle marcha 3 rues jusqu'à l'arrêt de bus dans le froid, la tête baissée contre le vent, utilisant tout ce qu'elle avait juste pour continuer à avancer. Elle attendit 22 minutes. Elle savait exactement où elle allait, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne dans sa vie dont elle savait sans aucun doute qu'elle ne lui fermerait pas une porte au visage. Sa grand-mère s'appelait Elena. Elle vivait dans une petite maison en briques, à environ 6 kilomètres, dans une partie plus ancienne de la ville, où les arbres étaient grands et les maisons avaient des histoires. Freya arriva à 22h37 et frappa à la porte. Elena ouvrit presque immédiatement. Elle regarda sa petite fille, le sac de voyage, le visage qui faisait de son mieux pour ne pas montrer ce qu'il ressentait. Elle ne posa pas de questions. Elle recula et dit « Entre ». Et puis elle la tint, de la façon dont elle l'avait toujours tenue, avec la certitude particulière de quelqu'un qui tient les gens par choix et non par obligation. Et Freya, qui s'était maintenue ensemble à travers tout, s'effondra complètement là, dans l'entrée. Elena la tint et la laissa faire. Elle ne dit rien sauf « Je sais, je sais, je sais ». Quand Freya eut terminé,
Elena fit du thé et elles s'assirent à la table de cuisine. Freya lui dit tout. Quand elle eut fini, Elena fut silencieuse un moment, puis dit « Tes parents ont fait leur choix et tu as fait le tien, et ton choix est le bon. Tu restes ici. C'est ta maison pour aussi longtemps que tu en as besoin. Nous allons comprendre le reste ensemble. » Elle dit « Tu n'es pas la première femme de cette famille à faire des choses difficiles, et tu ne seras pas la dernière. » Freya s'installa dans la petite chambre du fond ce soir-là. Elle avait 17 ans quand Sigurd naquit. Elle a dit depuis que le moment de sa venue au monde ressemblait à une arrivée, comme si elle cessait de fuir quelque chose et commençait à courir vers quelque chose. Elle le regarda et comprit, complètement, que quoi qu'il en coûte, c'est ce qu'elle allait faire. Ce qu'il en coûta, ce fut 15 ans derrière le comptoir du dîner de Rosie. Elle travaillait des doubles quand elle pouvait en avoir. Elle travaillait le service du matin, réveil à 5h30 dans le noir, la ruée du petit déjeuner avant que la ville soit éveillée, parce que les pourboires du matin étaient meilleurs. Elle travaillait malgré la douleur dans ses pieds qui devint, après quelques années, simplement une condition de base de son corps. Elle découpait des coupons. Elle achetait les vêtements de Sigurd à la friperie. Elle gardait une boîte de café sous son lit, et chaque billet dont elle n'avait pas immédiatement besoin allait dans la boîte. Et chaque pièce roulée de chaque service allait dans la boîte. Et cette boîte était le seul plan d'épargne retraite et fonds universitaires et épargne d'urgence qu'elle avait. Et elle la traitait avec l'attention sérieuse qu'elle méritait. Elle n'entendit rien de ses parents. Pas quand Sigurd naquit. Pas à Noël. Pas quand grand-mère Elena fit opérer sa hanche. Pas une seule fois. Pas une carte. Pas un coup de téléphone. 25 ans de silence. Sigurd grandit dans la petite maison en briques, et il fut curieux de tout dès le début. Le genre de curieux qui s'accroche à un sujet et le creuse. L'astronomie, puis la biologie, puis la chimie, puis le corps humain. À 12 ans, il avait décidé que la médecine était la chose, et il aborda cette décision avec la certitude concentrée avec laquelle il abordait tout. Quand il avait 14 ans, il s'assit à la table de cuisine et dit « Je veux être chirurgien. C'est ce que je suis censé faire. » Freya posa ce qu'elle tenait et le regarda et dit « Alors c'est ce que tu feras. » Il dit « C'est cher. » Elle dit « Je sais, on y travaille. » Elle ne lui parla pas de la boîte de café, ni du compte bancaire qu'elle avait ouvert des années plus tard, intitulé, dans le champ de notes, « L'avenir de Sigurd ». Elle dit juste « On y travaille ». Il l'a cru. Il l'avait toujours cru. C'était un jeudi de mars, 6 ans après ses débuts au dîner, quand un homme dans un manteau coûteux vint prendre un café et le renversa sur lui-même, et sur le comptoir, et sur Freya, qui réagit avec la sérénité complète de quelqu'un qui a été éclaboussé, arrosé et soumis à l'éventail complet du chaos de dîner pendant des années et en est sorti imperturbable. Elle lui tendit des serviettes. Il s'excusa. Il était grand, dans la quarantaine, avec l'aisance physique de quelqu'un à l'aise dans son corps et les yeux genuinement bienveillants de quelqu'un qui écoute quand vous parlez. Elle regarda son manteau abîmé, puis la patère près de la porte, et lui tendit une veste en velours côtelé de 1974, dans la nuance particulière de marron, dont les années 70 étaient très certaines. Il la regarda. Il dit « C'est quoi ça? » Elle dit « Votre manteau a du café dessus. Celui-ci n'en a pas. » Il la porta pour le reste de sa visite, et il savait qu'il avait l'air ridicule. Et il la porta quand même. Et à un moment, il baissa les yeux sur lui-même et sourit. Et c'est là qu'elle décida qu'elle était prête à découvrir qui était cette personne. Il s'appelait Luc. Promoteur immobilier, prospère de cette façon désinvolte de quelqu'un qui a pratiqué suffisamment longtemps pour que le succès soit devenu un fait plutôt qu'une poursuite. Il revint le jeudi suivant, et celui d'après, et il était clair que la régularité était délibérée. Il écoutait quand elle parlait. Il posait des questions genuinement intéressées. Il ne traitait pas le comptoir comme une transaction et ne la regardait pas avec la condescendance particulière de quelqu'un qui croyait qu'elle était là parce qu'elle avait échoué à être ailleurs.
Elle lui parla de Sigurd la 3e semaine. Son obsession actuelle était le système circulatoire, et il avait développé l'habitude d'expliquer la fonction du cœur humain au dîner d'une façon genuinement impressionnante, qui signifiait que les dîners prenaient parfois plus de temps que prévu. Luc rit, un vrai rire, pas un rire joué. Il dit « Il a quel âge? » Elle dit « 9 ans. » Il dit « Et il a déjà des opinions sur le système circulatoire? » Elle dit « Oui, des opinions solides. » Il revint le samedi suivant avec un vrai texte médical illustré, le genre conçu pour des lecteurs sérieux, pas pour des enfants. Il le posa sur le comptoir et dit « J'ai pensé que votre fils pourrait l'aimer. » Elle dit « Vous n'avez pas besoin de faire ça. » Il dit « Je sais que je n'ai pas besoin. C'est pourquoi je l'ai fait. » Sigurd consomma le livre en 2 semaines, l'annota, le laissa sur la table de cuisine avec des post-it marquant chaque page à laquelle il voulait revenir. Quand il rencontra Luc pour la première fois, il apporta le livre et ils passèrent 45 minutes à la table pendant que Freya cuisinait et que Luc posait des questions et Sigurd expliquait, avec la minutie patiente de quelqu'un qui a organisé ses connaissances et veut les partager avec précision, tout ce qu'il avait appris. Luc dit plus tard, tranquillement, pendant qu'il faisait la vaisselle, « Vous savez qu'il va être quelque chose d'extraordinaire. » Freya dit, « Je sais. » Elle les dit de la façon dont on dit quelque chose qu'on sait depuis longtemps et autour duquel on a organisé toute sa vie. Il fit sa demande un mardi soir de novembre, le même mois, sans qu'ils en parlent, où Owen lui avait dit qu'elle le retenait 7 ans plus tôt. Il s'agenouilla sur le carrelage de la cuisine, bague en main, Sigurd faisant ses devoirs à la table, grand-mère Helena dans l'autre pièce, et dit « Je vous aime, et j'aime votre fils, et j'aime le fait que vous m'ayez fait porter une veste en velours côtelé de 1974, le jour de notre rencontre. Je voudrais très vivement faire partie de cette famille pour le reste de ma vie. » Freya dit oui avant qu'il ait fini sa phrase. Puis il lui dit l'autre chose. Il y travaillait depuis 8 mois. Il avait des relations et il les avait utilisées soigneusement pour faire passer le dossier de candidature de Sigurd devant les bonnes personnes à l'école de médecine de Paris. Pas pour acheter une place, mais pour s'assurer que le processus voit ce qu'il regardait. Un jeune homme de 19 ans d'une petite maison en briques qui s'était enseigné la médecine à partir de livres de bibliothèque et d'un texte reçu en cadeau à 9 ans, avec un dossier académique extraordinaire par tout standard. Il sortit la lettre de sa poche et la posa sur la table, à côté de la bague. Une bourse complète. Frais de scolarité, logement, allocation. Tout. Sigurd leva les yeux de ses devoirs. Freya regarda la lettre. Elle regarda Luc. Elle regarda la lettre à nouveau. Et puis elle pleura. Avec la qualité spécifique de quelqu'un qui a porté quelque chose pendant très longtemps et vient de se voir accorder la permission de le poser. Sigurd commença à l'école de médecine cet automne. Il fut, dès le 1er semestre, exactement ce qu'il avait toujours allé être. Ses professeurs le remarquèrent immédiatement. Ses superviseurs cliniques le remarquèrent. Il avait l'instinct, la précision et la clarté particulière sous pression que certaines personnes ont et que la plupart n'ont pas. À 22 ans, il était chef de chirurgie dans un grand hôpital parisien. Freya avait 42 ans quand l'appel arriva. C'était la semaine de la Toussaint. Sigurd était de garde quand le cas se présenta. Une femme de 68 ans, appendice perforé, infection sévère. Le genre de cas qui requiert une intervention immédiate. L'opération dura 6 heures. Tout le monde dans cette salle d'opération savait qu'il assistait à quelque chose d'exceptionnel. Son mari était dans la salle d'attente depuis 6 heures. Il était plus âgé, fin soixantaine, dans un beau manteau froissé par des heures d'attente anxieuses. Quand Sigurd sortit, l'homme se leva si vite qu'il faillit perdre l'équilibre. Sigurd lui dit « Elle est stable, l'opération s'est bien passée, elle va s'en sortir. » Et le visage de l'homme fit la chose que font les visages quand quelqu'un s'est maintenu ensemble pendant des heures et reçoit enfin la permission de s'arrêter.
Il tait la main de Sigurd un moment plus long que ne dure habituellement une poignée de main et dit « Je veux rencontrer votre mère. Je veux remercier la femme qui a élevé quelqu'un comme vous. » Sigurd ne connaissait pas ces gens. Il vit un homme dont le soulagement était génuinement réel et dit « Je vais lui parler. Je vais voir ce qu'on peut arranger. » Il appela Freya ce soir-là. Elle dit « Bien sûr, dis-leur qu'ils sont les bienvenus. » Elle ne demanda pas leur nom. Le jour où ils vinrent était la veille de la Toussaint. La maison était chaude, des bougies, le parfum de la cuisine, la qualité particulière de la lumière d'un foyer fait avec soin sur de nombreuses années. Grand-mère Helena était là, comme elle l'était toujours quand la famille se rassemblait, dans son fauteuil près de la fenêtre avec son thé, dans ses 90 ans maintenant, mais avec la même franchise dans les yeux qui n'avait jamais diminué. La sonnette retentit à 15 heures. Freya alla ouvrir. Elle ouvrit la porte et regarda les deux personnes sur son porche, et le temps fit ce qu'il fait parfois dans les moments à enjeux élevés. Il ralentit et devint très spécifique. Elle vit d'abord l'homme, puis la femme à ses côtés. Et elle comprit. Paul, Hélène, ses parents. Le père qui lui avait dit qu'elle était une honte. La mère qui s'était assise avec les mains croisées sur les genoux et n'avait rien dit. Les personnes qui avaient mis une jeune fille de 17 ans dans le froid de janvier avec un sac de voyage et 43 € et avaient fermé la porte derrière elle. 25 ans. Elle a dit depuis que la partie la plus étrange n'était pas la reconnaissance. La partie la plus étrange était son calme. Pas le calme de quelqu'un qui supprime ce qu'il ressent. Le calme génuinement authentique de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour savoir, dans un moment comme celui-ci, exactement qui il est. Il ne l'avait pas encore reconnu. Il souriait les sourires polis des visiteurs. Et puis les yeux de Paul s'ajustèrent, de la façon dont les yeux s'ajustent quand ils tentent de réconcilier ce qu'ils voient avec ce qu'ils s'attendent à voir. Et elle regarda la reconnaissance arriver sur son visage. Ce n'était pas une petite chose à regarder. C'était l'effondrement complet et total d'une réalité construite. Chaque hypothèse qu'il avait faite sur la soirée, sur la femme derrière la porte, démantelée en 2 secondes. Ce qui resta sur son visage était l'horreur spécifique qui n'a pas de précédent et nulle part où aller. La main d'Hélène alla à sa bouche. Freya dit « Bonsoir, Paul. » Hélène. « Entrez, je vous en prie. » Elle le dit avec une agréabilité qui n'était pas de la chaleur. Elle recula de la porte. Elle les laissa entrer. Elle était composée avec la sérénité de quelqu'un qui a eu 25 ans pour décider comment ce moment se passerait. Paul commença à parler. Bien sûr, il parla d'erreurs, de regrets, de comment ils avaient pensé à elle, de comment ils espéraient qu'elle comprendrait. Et sous tout ça, à peine dissimulé, était ce que Freya pouvait clairement voir. La conscience de la maison, de ce qu'elle représentait, du fils qui était chef de chirurgie, de la vie qui s'était avérée si loin de ce qu'il avait prédit pour une fille avec un sac de voyage. Hélène pleurait. Des larmes genuinement authentiques à ce qu'il semblait. Mais les larmes ne changeaient pas ce que Freya savait sur le silence d'Hélène à la table ce dimanche soir-là. Grand-mère Helena avait écouté depuis son fauteuil. Elle posa son thé. Elle regarda Paul et Hélène avec ses yeux qui n'avaient jamais diminué. Elle dit « Asseyez-vous ». Ils s'assirent. Elle dit « Je veux vous dire quelque chose et je veux que vous écoutiez tout. » Elle dit « Vous avez mis une jeune fille de 17 ans dehors dans le froid de janvier avec 43 € dans la poche parce que vous étiez inquiet de votre réputation à l'église. Vous n'avez pas appelé pour demander si elle était vivante. Vous n'avez pas envoyé quoi que ce soit quand le bébé est né. Vous n'avez pas appelé à Noël. Vous n'avez pas appelé quand j'ai fait opérer ma hanche et que nous avions besoin d'aide. Vous n'avez pas appelé quand elle a acheté le dîner ou quand Sigurd a été admis à l'école de médecine. Vous n'avez pas appelé pendant 25 ans. Elle dit « Vous êtes ici maintenant parce que vous avez vu cette maison et vous savez qui est votre petit-fils et vous voulez être laissé rentrer. Et je veux être très claire, je le vois. J'ai connu des gens comme vous toute ma vie,
et je vois exactement ce que vous faites. » Elle dit, « Cette femme est ma petite-fille. Je suis ici chaque jour depuis que vous l'avez jetée. » J'étais là quand elle est venue à ma porte à 22h30 dans le froid. J'étais là quand elle a eu le bébé, seule, à 17 ans. J'étais là pour chaque double service et chaque centime économisé et chaque nuit où elle était trop fatiguée pour pleurer et pleurait quand même. Vous n'étiez pas là. Vous avez eu le choix chaque jour pendant 25 ans et chaque jour, vous avez choisi de ne pas être là. Elle dit, « Vous ne pouvez pas arriver maintenant et pleurer et espérer être laissé entrer. » La pièce était très silencieuse. Freya regarda ses parents. Elle les regarda avec la clarté complète de 25 ans, avec tout ce qu'elle savait sur ce qu'ils avaient fait et qui ils avaient échoué à être. Elle pensa au froid et au sac de voyage, et à la boîte de café, et au double service, et à la solitude particulière de tout faire sans les personnes censées vous aimer inconditionnellement. Elle pensa à Sigurd à la table de cuisine avec ses post-it. Elle pensa à Luc sur le carrelage de la cuisine avec la bague et la lettre. Elle dit, « Je veux que vous sachiez que je ne suis pas en colère. Je l'ai été pendant longtemps. Mais ce que je suis maintenant, c'est clair. » Elle dit, « Vous avez perdu le droit de me connaître il y a 25 ans. Vous avez perdu le droit de connaître mon fils. Vous avez perdu ce droit le soir où vous avez choisi votre réputation plutôt que votre fille. Et je veux que vous compreniez que ce n'est pas de l'amertume. C'est simplement vrai. Certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent pas. » Elle dit, « Je vous souhaite une bonne Toussaint. » Elle les accompagna à la porte. Elle l'ouvrit. Elle s'écarta. Ils partirent. Lentement, sans un mot, de la façon dont les gens quittent un endroit quand il ne reste plus rien à dire qui changerait quoi que ce soit. Paul se retourna une fois, au bout du chemin. Elle fermait déjà la porte. Le son doux et ordinaire d'un mécanisme faisant ce pourquoi il était conçu. À l'intérieur, Luc était dans la cuisine. Sigurd était arrivé, venu directement de l'hôpital. Grand-mère Helena était de retour dans son fauteuil avec son thé, avec l'expression de quelqu'un qui a fait ce qui devait être fait et est satisfait de sa précision. La maison était chaude. La table était mise pour demain. De la cuisine venait le son de quelque chose de bon en train d'être préparé. Je veux dire quelque chose avant de vous laisser avec cette histoire. La vraie famille n'est pas les personnes qui partagent votre sang. Ce n'est pas les personnes qui portent un titre que le monde dit exiger leur amour. La vraie famille, ce sont les personnes qui sont venues dans le froid. Celles qui ont ouvert la porte à 22h30 quand vous aviez 43 € et le vent de janvier dans le dos. Celles qui se sont assises avec vous à la table de cuisine et ont dit « Dis-moi ce dont tu as besoin ». Grand-mère Helena était la famille de Freya. Luc était la famille de Freya. Sigurd, toujours, était la famille de Freya. La famille qu'elle a construite à partir des restes de ce qui lui avait été remis, à travers 15 ans de double service et de boîtes de café et de pieds douloureux, et de refus absolu de laisser la chose froide qui lui était arrivée déterminer la chose chaude qu'elle allait faire d'elle-même. Paul et Hélène avaient une fille qui a construit quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient un petit-fils qui sauve des vies. Ils avaient tout cela à portée de main pendant 25 ans, et ils ont choisi leur réputation sur tout ça. Les personnes qui n'arrivent que pour la chaleur ne sont pas celles qui l'ont rendue chaude. Elles n'ont pas droit au feu. Et Freya, debout à la porte de sa maison, la refermant doucement sur les visages des personnes qui l'avaient autrefois refermée sur le sien, était dans ce moment exactement ce qu'elle avait toujours allé être, chaude, entière, chez elle.